Maintenant, on va s'attaquer à l'explication simplifiée encore d'une formule universelle d'hydraulique que l'on appelle la formule de Manning-Strickler. Dans certains pays anglo-saxons, on dit plutôt Strickler-Manning que Manning-Strickler. Enfin, c'est deux ingénieurs hydrauliciens qui ont donné leur empreinte à cette formule universelle d'hydraulique qui sert à calculer les vitesses d'écoulement sur tout type de surface, de canalisation, de fossés, de rivières, et qui est vraiment une formule à connaître. J'imagine une grande prairie, quasiment horizontale, et qui descend tout doucement donc vers l'aval, comme ça, vers l'aval, donc un écoulement. Il a plu énormément dans les jours précédents et je constate à la surface de ma prairie un écoulement lent qui va mettre plusieurs jours parfois pour se stabiliser et que ma prairie puisse se drainer et s'assécher. Que va faire l'agriculteur pour essayer de se débarrasser de l'eau le plus vite possible? Il va commencer à faire un petit modelé du terrain qu'on appelle des planches avec des mini creux, des petites rigoles qui vont concentrer l'eau un peu plus vite et ensuite l'évacuer assez rapidement vers l'aval. Donc il va déjà gagner quelques jours pour assainir son terrain. Maintenant, s'il a davantage de soucis d'eau ou qu'il veut encore accélérer l'évacuation de son eau, il va accentuer ces petites rigoles et faire carrément des tout petits fossés. Et on va constater que l'écoulement de l'eau, la vidange de l'eau excédentaire va être encore plus rapide. Et maintenant, s'il veut encore gagner en efficacité et en vitesse d'évacuation de l'eau, il va creuser ces fossés et leur donner une forme bien creuse pour augmenter la vitesse d'évacuation de l'eau. Donc, à travers ces petits croquis, je vais essayer de vous faire sentir un phénomène physique qui est la concentration de l'eau qui est de plus en plus concentrée au fur et à mesure de ces petits schémas et qu'on appelle le rayon hydraulique, RH. Le rayon hydraulique, RH, une notion importante qui définit la forme, la concentration de l'eau. Plus l'eau est resserrée, et plus ce rayon hydraulique va être élevé. Et le rayon hydraulique, c'est quand on divise la section mouillée d'un écoulement, en bleu, par la surface de contact de l'écoulement le long des parois, qu'on appelle le périmètre mouillé. Donc la définition du rayon hydraulique, section mouillée divisée par périmètre mouillé. Donc ça, c'est une base de la formule de Manning-Strickler, la forme de l'écoulement. Maintenant, passons à un autre aspect de cette formule de Manning-Strickler, qui est la pente. On imagine bien que si on veut accélérer un écoulement, si on peut, on augmente la pente. Quand vous avez un tuyau, si vous le donnez beaucoup de pente, il va pouvoir évacuer davantage d'eau. Quand on augmente la pente, on augmente la vitesse. Et une constante de physique universelle, c'est que l'énergie correspond à la vitesse au carré. Si on veut doubler une vitesse d'écoulement, il faut avoir 4 fois plus d'énergie. Et quand on traduit ça par des écoulements sur des sols, dans des fossés, dans des rivières ou dans des canalisations, j'imagine que j'ai par exemple une dénivelée de 1 mètre sur une certaine longueur.
j'ai un certain débit. Si je veux multiplier par 2 ce débit, il me faut multiplier par 4 la hauteur, la différence de niveau, donc la pente. Hein, l'énergie et la vitesse au carré sont liées. Donc, cette pente qu'on appelle I en hydraulique, cette pente I va être un facteur déterminant de cette formule de Manning-Strickler, et du fait de cette énergie liée à la vitesse au carré et des pertes par frottement consécutives à cette vitesse, la pente va intervenir à la puissance 1/2. Hein, il faut multiplier par 4 une pente pour augmenter, pour doubler une vitesse. Donc la pente intervient à la puissance 1/2, on dit aussi racine de I. Voilà. Maintenant, le dernier élément fondamental de cette formule de Manning-Strickler, je vais essayer de vous le faire sentir à travers 2 écoulements. Un écoulement dans un ruisseau, une rivière, avec des gros cailloux, de la végétation, des petits arbres qui poussent sur les berges, beaucoup de singularités. Et le même écoulement, je le mets dans une conduite semi-circulaire en béton, et par-dessus ce béton, je vais mettre une résine, une peinture très très lisse. Donc on voit bien qu'un écoulement dans un lit naturel de rivière, avec des cailloux, des rochers, des vieilles souches d'arbres, de la végétation, va être moins rapide que dans une conduite parfaitement lisse et en plus revêtue d'un enduit encore plus lisse. Donc le facteur qui intervient, c'est un coefficient qu'on appelle un coefficient de rugosité, K, qui caractérise la surface de frottement de l'eau. Et ma formule de Manning-Strickler, je la résume maintenant ici. Elle indique que la vitesse d'écoulement, V, elle tient compte de ce coefficient de rugosité K, alors qu'on appelle des fois coefficient de Manning, et dans certains pays, c'est l'inverse, c'est 1 sur K, c'est le coefficient de Strickler. Enfin, c'est juste une question de définition, il faut bien se mettre d'accord. Donc, vous voyez bien que ce coefficient intervient très fortement sur la vitesse, car on a vu tout à l'heure que la pente de l'écoulement intervenait à la puissance 1/2, hein, ou racine de I. Et le dernier facteur, c'est ce rayon hydraulique, mais ça, de façon intuitive, il est impossible de savoir à quel coefficient, à quelle puissance il intervient. Et le rayon hydraulique intervient à la puissance 2/3. Donc ça, c'est un peu complexe, parce qu'on ne peut pas trop le concevoir ou l'imaginer de façon intuitive. Voilà ma formule de Manning-Strickler. V égale K, I à la puissance 1/2, rayon hydraulique à la puissance 2/3. Ce coefficient K, si je reviens à mes 2 écoulements extrêmes, dans un lit très encombré, je vais avoir un coefficient K peut-être de 10 à 20, par exemple. Et dans un écoulement idéal sur un matériau lisse, avec en plus une résine, on peut imaginer arriver autour de 90 à 120. Bon, ça, c'est les vendeurs de canalisation en plastique qui veulent dire que leurs conduites sont idéalement lisses et qui disent vous pouvez aller jusqu'à 120 dans votre formule, mais les ingénieurs de terrain vont rester dans des valeurs plus raisonnables de 90, même des fois de 70. Donc voilà ma formule de Manning-Strickler qui est universelle, planétaire,
et que j'ai essayé de vous exposer de façon la plus intuitive et simple possible. Bien, maintenant, essayons d'appliquer cette formule de Manning-Strickler dans la vie courante sur des projets d'infrastructure, sur des rivières, sur des canalisations. Et en fait, tout aménageur va se poser la question, est-ce qu'il faut ralentir un écoulement d'eau ou au contraire l'accélérer? On imagine qu'à l'intérieur d'une agglomération, une rivière traverse cette agglomération. On va chercher à ce que les crues ne montent pas trop haut dans les rues, sur les trottoirs ou dans les habitations. Et du coup, on va plutôt essayer de jouer sur les différents paramètres de cette formule de Manning-Strickler pour augmenter la vitesse et évacuer l'eau le plus vite possible. On va essayer d'avoir des revêtements de berges relativement lisses. Si on peut, on augmente la pente, mais c'est difficile si le lit est fixé. Et puis, on va essayer de concentrer, d'améliorer ce rayon hydraulique en concentrant l'écoulement, c'est-à-dire approfondir un peu l'écoulement pour augmenter cette vitesse. Hein, tout à l'heure, je disais que dans une prairie, l'écoulement sur une très grande surface, en fait, crée beaucoup de frottements. Et donc, on ne peut pas avoir de grande vitesse. Et que plus on va resserrer cet écoulement, plus on a des chances d'obtenir des vitesses importantes. Donc, dans chaque aménagement, on se pose la question, est-ce qu'il faut accélérer? Si c'est en zone urbaine, avec des zones à risque, on va essayer d'accélérer l'écoulement. Par contre, en amont de la traversée de la zone urbaine, on va chercher à ralentir les écoulements, c'est ce qu'on appelle le ralentissement dynamique. On va empêcher l'eau de s'écouler sur des espaces restreints. On va étaler l'eau. Plus on étalera l'eau, plus on va diminuer cette vitesse. Hein. On aura un rayon hydraulique qui va baisser. Donc, rayon hydraulique à la puissance 2/3, ça va baisser. Bon, la pente, si on peut jouer, on joue sur la pente. Et ce coefficient K, on va faire couler l'eau sur des surfaces rugueuses pour ralentir cette vitesse, pour avoir le coefficient K le plus faible possible, et puis un rayon hydraulique le plus faible possible en étalant l'eau. Donc à chaque fois, on va se poser cette question, est-ce qu'il faut accélérer et dans quelle zone il faut ralentir? Le principe du ralentissement dynamique dans les bassins versants des fleuves ou des rivières, c'est dès que le débit de la rivière en crue n'est plus acceptable pour la zone urbaine qui va être traversée à l'aval, on va surinonder toutes les zones possibles et donc étaler cet écoulement. On va pourrir ce rayon hydraulique pour avoir la plus faible vitesse. Et puis le fait de faire traverser des zones un peu rugueuses avec de la végétation, ça va aussi jouer sur ce coefficient K et le diminuer, donc toujours pour diminuer cette vitesse. Quand on a fait des aménagements hydrauliques de rivières dans les années 60-70, on a cherché à accélérer l'évacuation de l'eau des terres agricoles. Et quelquefois, quand on avait une rivière ou un ruisseau un peu sinueux, on a fait des rectifications de méandres. Et donc là, on a joué sur la pente, puisqu'on a raccourci le trajet entre deux points. Au lieu d'avoir un parcours sinueux, par exemple, de 2 km, on a rectifié le lit de la rivière et on est tombé à 1 km. Donc, à dénivelé égal, on a augmenté les pentes. Et maintenant, si on veut diminuer cette vitesse, il faut rallonger le parcours de l'eau et recréer des sinuosités, des méandres dans les rivières. Donc, à chaque fois qu'on va faire un aménagement hydraulique, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut accélérer l'écoulement ou, au contraire, le diminuer et jouer sur tous les paramètres de cette formule de Manning-Strickler.
maintenant, si vous vous promenez dans la campagne et que vous regardez des ruisseaux et puis que vous avez à passer sur un ruisseau pour accéder à un champ ou sur une petite route qui traverse un fossé ou un ruisseau, prenez quelques minutes et arrêtez-vous et regardez à l'amont et à l'aval de ce petit pont. J'imagine un petit cours d'eau et une route qui passe au-dessus de ce cours d'eau. Donc on a canalisé ce fossé ou ce ruisseau dans la traversée de la route, là, et ensuite ce fossé ou ce ruisseau naturel. Si je fais des profils en travers, à l'amont, j'ai un ruisseau avec un lit plus ou moins encombré de végétation et plus ou moins étalé. Par contre, pour la traversée de la route, on a souvent, par exemple, une buse de plus ou moins gros diamètre, circulaire, souvent circulaire, et à l'aval de cette traversée de route, on va de nouveau avoir un lit relativement naturel. Donc quand je reviens à ma formule de Manning-Strickler, je vais ici avoir un coefficient K qui est plutôt assez bas, puisque c'est rugueux. Idem ici. Mon écoulement, ma forme d'écoulement hydraulique, ce qu'on appelle le rayon hydraulique, la section mouillée divisée par le périmètre mouillé, est relativement mauvais parce que mon écoulement est relativement plat avec beaucoup de surface de frottement. Donc un rayon hydraulique relativement mauvais, un coefficient K assez rugueux et une pente qui est constante. Si je viens maintenant à ma traversée de route, au contraire, j'ai un rayon hydraulique qui est excellent, j'ai concentré mon écoulement et j'ai en plus un très bon revêtement de surface, donc très peu de frottement sur ce coefficient, avec un coefficient relativement élevé dans la formule de Manning-Strickler. Et si on traduit ça maintenant en profilant long, qu'est-ce qu'on va voir? Un niveau d'eau, le jour où il y a une grosse pluie, par exemple, un niveau d'eau relativement élevé dans le fossé, qui peut être presque à ras-bord. À l'entrée de la buse, on va avoir le niveau presque en haut de la buse, si on ne s'est pas trompé dans le dimensionnement. Et si le même jour, on vient voir côté aval, on s'aperçoit que le niveau d'eau dans la buse côté aval est bien moindre qu'à l'entrée. Et pourtant, le débit est le même, tout ce qui rentre ressort. Donc, ça se traduit comment? C'est qu'on a augmenté la vitesse. On a accéléré l'écoulement de l'eau entre l'entrée et la sortie, et plus votre busage est long, plus on aura cette augmentation de vitesse, puisque à l'intérieur de la buse, il n'y a pratiquement rien qui freine. On a un très bon coefficient K et un rayon hydraulique presque parfait, idéal. Mais le risque, et c'est pourquoi je vous invite à vous arrêter et à regarder côté aval, et vous pouvez faire le tour de tous les passages busés de la planète, et vous verrez que systématiquement à l'aval, vous avez de l'érosion, des berges qui s'effondrent sur les côtés, ici, un gros trou qui se forme, une fosse, même, des fois 1 mètre de profondeur, 1,50 m. Je vous montrerai une photo très, très parlante. Et pourquoi? Parce que on a augmenté cette vitesse, on a pu doubler, tripler la vitesse d'écoulement entre l'entrée et la sortie de la buse. L'énergie, c'est la vitesse au carré. Donc, on a augmenté considérablement la possibilité d'érosion du flux. Et systématiquement, on voit apparaître des phénomènes de creusement et parfois de sous-cavage même à la sortie de la buse. Et la protection élémentaire à prévoir, ce sont des pavages en enrochement pour
protéger et pourrir ce coefficient K, le diminuer pour diminuer la vitesse et protéger contre l'érosion. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Je vous propose maintenant de commenter une photo que j'ai prise au nord de Montpellier, près des ouvrages hydrauliques qui concernent l'aménagement du Lien. C'est une déviation au nord de Montpellier et de nombreux bassins et stockages d'eau ont été réalisés avec ici l'exutoire d'un bassin, et cet exutoire est réalisé en canalisation plastique de grand diamètre en polyéthylène, donc avec un coefficient de rugosité très faible ou un coefficient d'écoulement suivant qu'on prend la formule de Manning ou Strickler. Donc le coefficient K de la formule de Manning-Strickler ici est excellent, il est autour de 100 à 120, même si on écoute les fabricants de tuyaux plastiques, ils vont vous dire que le coefficient K est 120, c'est-à-dire le tuyau pratiquement idéalement lisse. Donc ça veut dire que s'il est idéalement lisse, il y aura très peu de frottement à l'intérieur, donc on va perdre très peu d'énergie et l'eau va prendre de la vitesse le long des 50 mètres environ de canalisation, et à la sortie du tuyau en crue, on aura peut-être qu'un tiers du tuyau rempli d'eau, alors que côté amont, il sera peut-être proche de la saturation, mais il y a une mise en vitesse à l'intérieur de la canalisation du fait de la très faible rugosité, et on a des vitesses énormes à la sortie du tuyau. Et qu'est-ce qu'on peut craindre? Eh bien voilà, une énorme érosion, c'est-à-dire que toute l'énergie que l'on n'a pas brisée, freinée à l'intérieur d'une canalisation, eh bien, on la retrouve ici. La vitesse au carré, c'est l'énergie. Donc on a des vitesses très fortes, donc vous imaginez au carré la force d'érosion du flot qui sort d'une canalisation de grande longueur dans un matériau pratiquement idéalement lisse, et on a une fosse qui se forme avec entraînement de tous les matériaux. Et ce phénomène est relativement classique, et la seule façon de se protéger, c'est d'installer des gros blocs de 30, 50, 100 kg à l'aval de tous les débouchés d'ouvrages hydrauliques avec risque de mise en vitesse. L'autre tuyau. Alors je vous disais que ces phénomènes d'érosion à l'aval des canalisations de busage, c'était presque un problème planétaire. Et bien ici on est en Pologne, dans la petite ville de Dobczyce où nous avons souvent travaillé avec les étudiants, et à l'aval d'un busage, sur une longueur relativement courte, une douzaine de mètres, avec un tube en acier, donc relativement lisse à l'intérieur, avec des très bons coefficients d'écoulement qu'on pourrait prendre égal à 80 pour le coefficient K de la formule de Manning-Strickler. Qu'est-ce qu'on voit à l'aval? Systématiquement, cette fosse d'érosion avec entraînement des matériaux. On dissipe l'énergie de l'eau dans cette chute d'eau et on entraîne beaucoup de matériaux. Et ce qui est parfois problématique, c'est que cette érosion et ce surcreusement peut déstabiliser les berges. Et ici, on est proche d'une route, donc on pourrait très bien avoir un agrandissement de cette fosse de dissipation d'énergie et avec déstabilisation de la route. Donc, seule protection, c'est remplir ce trou de gros cailloux qui vont briser l'énergie, dissiper cette énergie excessive de l'eau à la sortie de la canalisation. Maintenant, une application sur le terrain et une application vécue par nos étudiants quand nous étions en visite dans la haute vallée de la Durance autour de Barcelonnette, le long de la rivière Ubaye. Nous sommes allés avec le service de l'ONF qui s'appelle Restauration des terrains en montagne, RTM des Alpes de Haute-Provence. Nous sommes allés sur un bassin versant malheureusement célèbre en France, le Riou-Bourdou, qui fait l'objet d'aménagements hydrauliques depuis environ un siècle pour essayer
de limiter l'érosion, les crues torrentielles et les gros dégâts quand il y a des gros orages. Et une des explications des dégâts causés dans ce bassin versant du Rioux-Bourdoux, une des explications, c'est la nature géologique de sols relativement meubles et rôdables, mais une autre clé expliquant ces désastres, c'est la forme du bassin versant. Le bassin versant du Rioux-Bourdoux, en schématisant, il a une forme de poire inversée. Et c'est la pire configuration pour accélérer les écoulements quand on a des très fortes précipitations. La limite de bassin versant donc, correspond à la crête. Et j'imagine un énorme nuage, un gros sac d'eau qui tombe sur ce bassin versant. La forme de poire fait que on va avoir un débit instantané très fort à l'aval, au débouché dans la rivière Ubaye, parce que toutes les gouttes d'eau tombées sur son bassin versant vont pratiquement arriver en même temps. J'exagère, mais c'est un peu le cas. On appelle ça le temps de concentration. Le temps de concentration, c'est le temps que va mettre la goutte d'eau depuis la crête à arriver au débouché. Et j'ai simplifié le schéma, le réseau hydraulique dans ce Rioux-Bourdoux, ce bassin versant, avec le ruisseau principal et des petits ruisseaux plus ou moins actifs en fonction des précipitations. Pourquoi cette simultanéité d'écoulement avec donc des crues instantanées très fortes, c'est-à-dire que si on trace un hydrogramme, hein, c'est-à-dire le débit en fonction du temps, on va avoir des montées très rapides de débit et des baisses aussi très rapides. Et pourquoi? Eh bien, c'est une des applications de cette formule de Manning-Strickler. Quand je suis tout en haut du bassin versant, dans les pâturages très pentus qui sont à l'amont des zones forestières, je vais avoir un écoulement de ce type dans les pâturages avec de l'eau qui s'étale sur le sol, donc plutôt un rayon hydraulique relativement mauvais puisqu'il y a beaucoup de frottements à la surface du sol, et aussi un coefficient K qui n'est pas très bon puisqu'on a un peu de végétation, de l'herbe, un petit peu de végétation arbustive. Quand je descends le long du profil en long dans des ruisseaux un peu plus bas, je tombe sur des écoulements davantage marqués où là, mon rayon hydraulique augmente, on a resserrement de l'écoulement et donc on va avoir augmentation de cette vitesse. Et plus je descends vers le bas de ces petits cours d'eau affluents, et plus mon écoulement est resserré. On a même quelquefois des ravines de plusieurs mètres, voire 10 mètres de profondeur, très encaissées, où là, mon écoulement est encore plus resserré, donc mon rayon hydraulique va augmenter depuis la crête jusque vers le lit principal. Et comme mon rayon hydraulique augmente, à la puissance 2 tiers, ma vitesse va augmenter. Donc on a le long du profil en long de ce cours d'eau, depuis la crête, des écoulements un petit peu en nappe, en surface dans les pâturages, une accélération des écoulements, encore une accélération ici, et ce qui fait que finalement, pratiquement, toute l'eau va arriver en même temps et causer des débits instantanés monstrueux. Le Rioux-Bourdoux est une des pires zones de France au niveau érosion torrentielle. Il sert aussi de cas d'étude et de recherche
sur ces écoulements torrentiels. Et on a eu la chance de le visiter avec nos collègues du RTM de Barcelonnette. Si je n'avais pas cette forme de poire qui a tendance à faire que les écoulements arrivent tous en même temps, et je passe maintenant à un autre bassin versant qui peut exister sur d'autres affluents, j'imagine un bassin versant qui, au contraire, a une forme très allongée, donc pas du tout en forme de poire. Si j'ai un énorme sac d'eau, un très gros orage qui va rester plusieurs heures au-dessus de ce bassin versant, il n'y a aucune chance pour que les gouttes d'eau qui tombent sur les crêtes ici arrivent en même temps que les gouttes d'eau qui viennent du fond de la vallée. Donc on va avoir, dans un cas comme ça, un hydrogramme plutôt plat, avec un temps de concentration très élevé, et on n'aura pas simultanéité des écoulements. Les travaux proposés depuis plus d'un siècle par l'ONF, enfin, ce qu'on appelle maintenant l'ONF RTM, en fait, par rapport à cette formule de Manning-Strickler, on cherche donc à diminuer cette vitesse. Qu'est-ce que vont faire nos collègues comme aménagement? Ils vont essayer de pourrir ce rayon hydraulique en étalant l'eau au maximum dans tout le lit du ruisseau et ses affluents, et essayer de diminuer la pente. Et c'est ce qu'on appelle la correction torrentielle, c'est-à-dire qu'on va venir réaliser un certain nombre de seuils en gabion, en béton, en troncs de mélèze ligaturés, de façon à corriger ce lit en escalier, de manière à diminuer la pente, c'est-à-dire qu'entre deux seuils, je vais avoir une pente beaucoup plus faible que la pente du terrain naturel. Et si je fais un profil en travers, au lieu d'avoir un profil en travers relativement encaissé, le fait de réaliser des seuils en travers du cours d'eau, je vais avoir un écoulement beaucoup plus étalé qu'auparavant. Au lieu d'avoir un écoulement avec très resserré ici, je vais étaler mon eau en travers sur plusieurs dizaines de mètres, et donc je vais dégrader mon rayon hydraulique, je vais faire baisser ma vitesse, et en plus, j'ai joué sur la pente en diminuant cette pente par une succession d'escaliers. Donc c'est le principe de la correction torrentielle sur ces cours d'eau. Alors je vous propose maintenant de remonter dans la haute vallée de la Durance, et plus particulièrement la vallée de l'Ubaye, près de Barcelonnette, avec son affluent très tempétueux qu'on appelle le Riu Bourdou, qui fait l'objet d'aménagements de restauration de terrain en montagne depuis plus d'un siècle, avec ici la construction de ce qu'on appelle le Grand Barrage, qui doit avoir maintenant une centaine d'années, qui a été restauré récemment. Et le principe des aménagements de correction torrentielle, c'est de dissiper l'énergie du flot par des chutes, donc de aussi limiter la pente, puisqu'on a un profil en long en escalier avec une succession de plusieurs dizaines de seuils de ce type-là, de façon à diminuer la pente. Dans la formule de Manning-Strickler, la pente I est à la puissance 1,5, donc c'est quand même important de diminuer cette pente pour diminuer la vitesse. Et l'autre principe de correction, c'est d'étaler le flux de manière à dégrader le rayon hydraulique. L'écoulement, au lieu de s'effectuer dans des gorges étroites,
s'effectue à plat, donc on a un rayon hydraulique qui est moins bon, donc une vitesse qui est plus faible. Nous sommes ici juste à l'amont de ce très vieux barrage de correction torrentielle qui a environ un siècle. Dans cette vallée du Riou Bourdou, on voit la très forte érosion dans les marnes noires qui caractérise ce bassin versant. Et si ce barrage seuil n'avait pas été créé, il faut imaginer que le lit du torrent serait 10, 15 ou 20 mètres plus bas et de forme très encaissée. Le fait d'avoir créé ce seuil donc stabilise le profil en long du torrent, donc diminue sa pente. Et vous voyez très bien ici qu'à l'amont du seuil, ici, le ruisseau s'étale sur une très grande largeur, c'est presque horizontal dans le profil en travers. Donc on a un rayon hydraulique qui va être relativement mauvais et du coup des vitesses qui vont être relativement faibles et ne pas entraîner trop de matériaux. Toujours sur ce fameux Riou Bourdou, juste à côté de Barcelonnette, un peu plus à l'aval par rapport à notre très vieux grand barrage centenaire, nos collègues du service de restauration des terrains en montagne, le RTM qui appartient donc à l'Office national des forêts, nos collègues rajoutent régulièrement des petits seuils de correction torrentielle pour compléter cette protection contre l'érosion. Et ici, un petit seuil réalisé en technique intéressante avec des troncs de mélèze enchevêtrés. C'est un ouvrage qui a maintenant quelques années, toujours avec le principe de créer une chute pour dissiper de l'énergie, diminuer la pente à l'amont et en même temps d'étaler un petit peu l'écoulement de l'eau. Dès que le niveau d'eau va monter, on va avoir un écoulement relativement large, donc avec un rayon hydraulique relativement mauvais pour ne pas avoir trop de vitesse et trop d'arrachement de matériaux à l'amont. Donc la multiplication de ces seuils permet une relative stabilisation du lit et d'éviter que le lit ne se creuse, ne s'enfonce, puisque ce serait un phénomène presque qui s'alimenterait tout seul. Plus on creuse, plus le profil en long, plus le profil en travers est pointu, plus l'écoulement est resserré, plus la vitesse est élevée, donc plus les forces d'érosion seront fortes, puisque l'érosion c'est de l'énergie avec toujours la vitesse au carré. Donc là, ici, on diminue le rayon hydraulique, on diminue la vitesse et on diminue aussi la pente. Donc l'autre facteur de la formule de Manning-Strickler. Alors quand je vous parlais d'hydraulique de trottoir, eh bien on est pile sur de l'hydraulique de trottoir. Nous sommes ici dans un petit village du sud de la France, dans une rue relativement pentue, aménagée en escalier. Et si on regarde à la fois le profil en travers de l'aménagement, on voit qu'il est relativement bombé, de manière à ce que l'écoulement puisse aller sur les côtés. On voit des petites chutes, donc des marches, et à chaque chute, on va avoir une destruction de l'énergie hydraulique du flot qui coule. Et on s'aperçoit que sur les côtés, on a aménagé des caniveaux où là, on va améliorer le rayon hydraulique de l'écoulement puisqu'on va concentrer l'écoulement sur les côtés. La vitesse sera élevée sur les côtés et sera très faible dans l'axe de la route. À cela, on peut rajouter un détail qui est la forme des pierres qui ont été mises. Vous remarquez qu'elles sont placées en travers et qu'elles vont être plutôt relativement rugueuses par rapport à un écoulement dans une rue à forte pente. Ici, on cherche à ralentir l'écoulement et à éviter que la vitesse soit excessive. Si la vitesse est excessive, on va avoir de l'érosion. Donc on place les pierres en travers, c'est ce qu'on appelle une calade. Et les pierres sont en fait debout, elles sont verticales, elles peuvent faire 15-20 cm de profondeur. Elles sont calées au maillet, au petit marteau avec du sable, de façon à ne plus bouger.
et ça forme un revêtement très durable, très résistant à l'érosion par temps de fortes pluies avec des averses qui peuvent être parfois diluviennes dans la région de Montpellier et l'arrière-pays. Nous sommes ici dans l'arrière-pays au pied des Cévennes avec l'accès au château de Portes, et cet ouvrage d'accès est très intéressant au niveau hydraulique. On voit que le chemin d'accès carrossable pour les charrettes est bombé, ça veut dire qu'on va chercher à renvoyer l'écoulement de part et d'autre d'un axe où on pourra circuler à pied même par temps de très grosses pluies. On n'aura pas beaucoup d'épaisseur d'eau sur les chaussures. L'écoulement revient donc dans des caniveaux latéraux, et on voit que dans l'axe du caniveau, pile là où les vitesses sont les plus fortes, on a disposé des pierres, elles sont verticales, relativement profondes, et elles sont calées par d'autres pierres et ne bougeront plus malgré les très fortes vitesses qu'il peut y avoir dans cet axe de caniveau. On voit aussi que régulièrement, en travers de cet accès, on voit des traversées, qu'on appelle des renvois d'eau. Ça veut dire que de temps en temps, l'écoulement du caniveau est renvoyé sur le côté pour ne pas avoir à transporter trop d'eau jusqu'en bas. Donc on disperse les écoulements autant que possible, régulièrement, peut-être ici tous les 10 mètres, tous les 15 mètres, on disperse l'écoulement pour ne pas avoir à véhiculer un énorme flot tout le long jusqu'en bas et créer des érosions catastrophiques en bas de cette voirie d'accès relativement pentue. Et c'est un ouvrage qui a plusieurs centaines d'années et qui se trouve au bord d'une grande route départementale qui permet d'accéder entre Alès et Génois-Lac. Sur cet accès à un vieux château, on voit la sophistication de la réalisation de cette voirie d'accès avec une route carrossable et un escalier central pour les piétons. Sur le côté, on voit donc des caniveaux, et ces caniveaux sont aménagés de façon que dans l'axe du caniveau, les grosses pierres sont disposées en long et vertical pour accélérer l'écoulement de l'eau et en même temps être très résistante à l'érosion. La voirie est bombée de manière à répartir l'eau de chaque côté pour que les piétons aient peu d'eau même en cas de grosses averses, et que même une charrette pourrait monter facilement malgré le flot qui pourrait descendre de cette route d'accès. Et cet ouvrage a plusieurs siècles et on voit qu'il a très bien résisté au temps du fait de sa relative sophistication et du soin apporté à la construction, avec toujours des pierres en travers ici de manière à résister à l'érosion. Alors toujours dans l'arrière-pays méditerranéen, une petite route aménagée en escalier de façon beaucoup plus rustique que les chemins d'accès au château qu'on a vu tout à l'heure. On a donc une succession de marches qui permettent de compenser le niveau, de diminuer la pente entre deux marches. Donc là on joue sur le I de la formule de Manning-Strickler, on dissipe un petit peu d'énergie à chaque marche et on place des pierres plutôt en travers quand on peut, calées, de façon à diminuer augmenter la rugosité et diminuer la vitesse d'écoulement. Cet ouvrage est relativement rustique, et on appelle ça une calade. C'est un mot régional du sud de la France qui fait penser à toutes ces pierres calées au maillet avec du sable et placées plutôt verticalement pour avoir une très grande résistance à l'érosion.